Alors, tendance floue, on va passer aux choses un peu plus sympas, un peu plus joyeuses peut-être, un peu plus optimistes. Ouais, ça, c'est À partir de demain, donc il y a le stage photo pendant 3 jours, donc on en a profité, on s'est dit ça permettait de faire aussi une rencontre et de discuter un peu avec Tendance Floue, avec donc Gilles Coulon et Alain Villaume. Tendance Floue, c'est 24 ans maintenant. 22, 23. 23. 23. Ouais, 23. 23 ans 23 ans déjà. d'existence. Donc Belle beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, Beaucoup de bagarres. beaucoup de bagarres, même des regroupements et parfois une création, une notion de collectif qui a aussi, je crois, un peu évolué dans le temps et avec justement beaucoup de dialogue autour de ça. Une effervescence photographique et humaine aussi. Et donc je vais vous laisser un peu parler, peut-être introduire un peu Tendance Floue, et puis après on va voir le film documentaire sur Tendance Floue, et après le film on passera à la partie discussion et dialogue. Oui, je voulais faire on va faire assez rapide en présentation. En effet, Tendance Floue, c'est un collectif de 13 photographes aujourd'hui, qui existe depuis 1991, donc, qui s'est principalement regroupé au départ autour de l'idée de photographier ensemble. C'est vraiment le point de départ de la structure, c'est de dire, voilà, on est tous indépendants. Alors, moi je n'y étais pas, Alain non plus à l'origine, parce qu'en 91 c'est 5 photographes, Patrick Tourneboeuf, Cathy Jean, Denis Bourges, Matt Jacob et Thierry Arnoin, qui travaillaient à droite à gauche dans la presse, dans l'édition, enfin... C'était des photographes en devenir, j'ai envie de dire, qui démarraient vraiment leur carrière de photographe et qui se sont regroupés en se disant bon, on va monter des projets ensemble, on va commencer à réfléchir ensemble sur un principe photographique. Donc ils ont fait pas mal de choses pendant les 4 premières années. Ils ont fait des interventions à Arles, c'était des choses à la fois officielles, officieuses, sauvages, impromptues, mais toujours pour faire réagir autour de la notion de la photographie et sur l'idée que des photographes pouvaient travailler ensemble. À l'époque, il y a évidemment Magnum qui existe en termes de collectif, en tout cas de groupement de photographes, qui est avec le bar Floréal, là je parle pour la France, avec le bar Flo, les seules 2 grosses structures, ou en tout cas structures importantes, dont les photographes sont propriétaires. Parce que ça c'est une notion, avec le recul aujourd'hui, qui est très importante. On voit un petit peu l'état des agences, des différentes structures aujourd'hui dont les photographes ne sont pas propriétaires de la structure, qui sont soit rachetés par des groupes, mais où à la tête il y a des gens qui sont quand même très préoccupés par la photographie, donc qui quand même la font avancer, ou en tout cas mettent les photographes en avant. Mais dans pas mal de structures, malheureusement, c'est le contraire qui se passe, et le photographe est un petit peu la dernière roue de la charrette. Donc ça, c'est un des points, à mon sens, pour Tendance Floue, qui a été un des points forts, c'est de garder l'idée que les photographes étaient propriétaires de la structure, étaient surtout propriétaires de ce qu'on avait envie de faire avec la photographie. Et depuis 22 ans maintenant, Tendance Floue a mené un certain nombre de projets, vous en verrez quelques-uns dans le film, mais en tout cas en discussion, en gestation, mais a aussi créé une structure, j'ai envie de dire, financière, entre guillemets, qui défend les photographes, qui défend les droits d'auteur dont on a parlé, qui défend la façon dont un photographe peut intervenir sur une manifestation, enfin tout un tas de choses comme ça. Et à mon avis, ce qui fait que Tendance Floue est encore debout aujourd'hui, au-delà du fait que les photographes travaillent sur leurs projets individuels, se battent pour continuer à photographier, c'est le principe des réunions hebdomadaires qu'on a depuis le début, depuis l'origine. On se retrouve tous les mercredis soirs, pour ceux qui sont là évidemment, en fonction des boulots et des reportages, des voyages, des nécessités et besoins de chacun. Mais on se retrouve dans les locaux de Tendance Floue autour de la table pour discuter aussi bien de la façon dont on va travailler que les projets sur lesquels on va travailler. Et ça, je pense que c'est une chose qui fait qu'on arrive d'abord à se dire les choses, parce que travailler, on a été 11, 12, 14, 13, bref, c'est quand même du monde. Et travailler ensemble, c'est pas quelque chose de simple. Ceux qui sont photographes, on sait qu'on a quand même des égos un petit peu
au-dessus de la moyenne, on va dire. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à ça. Donc il y a pas mal de bagarres autour de ça. Il y a des points de vue qui sont évidemment pas les mêmes. Mais le fait de pouvoir le dire régulièrement a fait, à mon sens, que Tendance Floue est debout encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que Tendance Floue a cette spécificité-là. C'est-à-dire, moi je suis arrivé en dernier, je suis arrivé en 2010, ça faisait 35 ans que je travaillais tout seul. J'ai eu une mauvaise expérience chez Vue. Quand j'étais chez Vue, c'était en fait comme si j'étais nulle part, quoi, parce que j'avais pas de rapport personnel avec les gens de Vue. Ce qui se passait au niveau du boulot, ça me passait complètement au-dessus. En plus, moi, à cette époque-là, j'étais en province, donc j'étais pas à Paris, donc j'étais pas là-bas tout le temps. Mais je sentais bien que c'était comme une agence, quoi, une vraie agence. C'est-à-dire que si on est là-bas un petit peu et qu'on entretient des relations, ça avance un peu. Mais c'est surtout que c'est complètement nébuleux et ça me semblait extrêmement éloigné. Et quand les premières fois que j'ai eu des contacts avec Tendance Floue, j'y étais évidemment pas encore. Et tout d'un coup, j'ai vu cette bande de zozos, tous ensemble, qui s'aimaient, qui parlaient de photos. Et moi, j'avais jamais vu ça, et c'est la première fois de ma vie, je me suis dit, putain, si un jour je dois faire quelque chose avec des gens, c'est avec des gens comme ça, parce que eux, ils parlent de la même chose ensemble. Et depuis que j'y suis, et que je rencontre des gens de l'extérieur qui me disent, ah, t'es à Tendance Floue, mais c'est incroyable, parce que c'est les espèces de derniers mohicans qui existent à avoir cette relation entre eux et à construire avec cette relation une espèce de fraternité étrange qui n'empêche pas les clashs, hein, mais qui fait que des projets photographiques se construisent à l'intérieur de ça. Et ça, pour moi, c'est juste un cadeau, quoi. Et c'est complètement anachronique et ça colle avec rien de tout ce qu'on entend. Par exemple, quand on parle de relations professionnelles telles que nous les a relatées Philippe avec l'UPP, c'est vrai que c'est une espèce de chose qui est complètement à côté de la plaque et qui en même temps est complètement dans le boulot aussi, parce que c'est vraiment une structure qui existe toujours en tant que partenaire professionnel de tas de gens, quoi. Que ce soit dans la culture, que ce soit dans la presse, que ce soit dans le corporate, c'est une vraie entité qui existe et qui a réussi à exister comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, cette relation qu'il y a entre les gens et entre ces gens-là et la photo, c'est un truc qui est assez unique et qui pour moi valait toute la liberté que j'avais avant de travailler tout seul, quoi. Voilà, qu'en plus j'ai pas perdu. Ça s'est construit au fil des années. Du coup, on a fait le choix là ce soir un petit peu en préambule. Après, on peut commencer à débattre, ça on le fait comme on veut. Mais je vous présente juste le film, parce qu'il faut le recycler dans le temps, le film qu'on va vous présenter. De toute façon, vous allez vite le voir. Alors, Alain n'est pas dessus parce qu'il n'était pas à Tendance Floue à l'époque. Mais il y a Pascal Aymar, un des photographes de Tendance, qui filmait quasiment toutes les réunions de Tendance Floue le mercredi. Pour les 15 ans de Tendance Floue à Arles, c'est Raymond Depardon qui était commissaire et qui nous a demandé de faire un peu le point sur Tendance Floue. Et il nous a dit, voilà, au théâtre, faites-nous une projection un peu de qu'est-ce que c'est que Tendance Floue finalement. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens connaissent, mais ne connaissent pas forcément de l'intérieur comme beaucoup de structures, hein. Et comme il y avait ces vidéos faites au fil des années, pendant les réunions, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire rentrer les gens un petit peu à la maison et de voir autour de la table comment ça se passe, les échanges qu'il peut y avoir, les conversations, les thèmes des conversations, que vous verrez que c'est aussi bien culturel, corporate, sur les archives, sur des problèmes techniques, sur un projet, etc. Même financière. Même financière, etc. Donc les rushs datent de 96 à 2003, 4, quelque chose comme ça. Donc c'est daté quand même. Mais je pense qu'il y a des choses qui restent réellement d'actualité. Et notamment sur ce qu'on disait tout de suite, hein, qui est pour nous le plus important, c'est sur le partage de la photographie. Je pense que c'est quelque chose qu'on sent bien dans le film. Voilà. Mais peut-être vous avez des questions en amont. Le film dure 35 minutes. Hein. C'est un mélange de vidéos et de photos. Ouais. Mais si tu permets quand même aussi, c'est que initialement, Tendance Floue, c'était forger une image
justement parce que toutes les images devaient avoir un flou quelque part. C'était autour du flou. Et donc ça avait donné une signature aux images de tendance floue. Et c'est ce qui vous a aussi permis de... Ouais, mais j'ai envie de dire que c'est un peu le hasard parce que c'était un moment où il y avait des photos floues. Ouais, mais parce que nous, c'est vrai que souvent on nous a dit, pour blaguer, etc., ouais, mais les photos sont floues, on va pas travailler avec vous. Cela dit, ça nous a quand même posé pas mal de problèmes. Hein. Ouais. Parce que quand vous arrivez dans une structure et qu'à l'accueil vous dites c'est tendance floue, on vous fait répéter au moins 5 fois, tendance quoi? Tendance floue. Tendance quoi? Tendance floue. Et surtout dans des milieux photos, la blague fuse direct. Bon, mais l'idée au moment de ce nom-là, c'était plus d'insister sur le fait que il y a des périodes, et notamment quand ça s'est créé au début des années 90, où on voulait nous embarquer dans une direction où il n'y a que ça qui marche. Et c'est vrai que la notion de flou pour nous était importante parce que c'est autant de questions qu'on peut poser par rapport à des gens qui vont nous dire c'est cette ligne-là et il n'y en a pas d'autre. Donc c'était un peu l'idée de venir en questionnement par rapport à des choses tracées. Donc c'est un pari qui était osé et finalement qui a marché. Et payant, oui. Là où je trouve que ça a posé le plus de handicap, c'est à l'international. Parce que moi, combien de fois j'ai essayé de traduire ça en allemand, en anglais, en italien, et même en tibétain, j'ai essayé. C'est horrible. Donc je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on démarre le film, vous en aurez certainement après, mais enfin, si vous avez des questions là... On a fait un résumé rapide, hein, mais c'est parce que on pourra revenir... Aujourd'hui, autrement la structure, vous avez vous êtes les 13 photographes. Et au point de vue, vous avez combien de permanents, de salariés, par exemple? Alors, il y a 3 salariés et puis une personne en auto-entrepreneur un salarié qui s'occupe de tout ce qui est culturel, tous les projets culturels, qui gère par exemple avec David, quand nous on vient là, là c'est Morgane qui échange avec David pour régler des trucs un peu techniques, pratiques. Il y a quelqu'un qui s'occupe principalement des archives, c'est-à-dire tout ce qui est revente de photos. Quelqu'un à la comptabilité et puis quelqu'un qui est donc à l'infographie, un peu tout ce qui est retouche photo, un peu ce qui est traitement d'image, etc. Félix. Donc ça fait 3 salaires plus un auto-entrepreneur qui est permanemment à tendance. De toute façon, vous livrez quand même vos fichiers terminés, indexés. Oui, bien sûr. Après, c'est juste pour du... ça va être soit pour peaufiner, soit parce qu'il y a un projet... il y a un projet, par exemple, je ne sais pas si Alain a travaillé avec Félix là pour Arles, mais voilà, il y a Alain a une projection à Arles, donc il va travailler avec Félix pour travailler la projection. D'accord. Donc c'est vrai que c'est des postes pour nous qui sont super importants, parce que ça nous libère du temps de travail à la prise de vue. Bon, mais évidemment. Et pour pardon. Concrètement, chaque photographe de tendance sous reverse ou est ponctionné à la source, ça dépend des clients, mais dans les grandes majorités, c'est à la source, on reverse 35% de ce qu'on gagne à la structure, de façon à ce que ça paye le loyer, les salariés. Et la partie commerciale, donc c'est l'un des salariés qui s'en occupe ou c'est vous ça dépend de ce qui arrive. Il n'y a pas vraiment de démarchage commercial pur. C'est plus des choses qui arrivent à tendance et c'est une des 2 personnes, soit Morgane, soit Anne-Laure, qui suivant la demande va s'en occuper. Si c'est culturel, c'est forcément Morgane. D'accord, oui. Ou Sandrine, parce qu'elle la remplace, enfin peu importe, c'est le poste culturel. Et si c'est plus tourné vers les archives ou un peu le corporate, maintenant c'est Anne-Laure qui s'en occupe. Mais vous n'avez pas, par exemple, un commercial qui va dans... qui va, on ne va plus dans les rédactions, mais qui par Internet ou autre... Non. D'accord. Et vous êtes sur Pixpalace aussi? Oui. En fait, quand Pixpalace nous a fait la demande, il y a, je sais pas, ça fait 6-7 ans qu'on est Pixpalace. Pour nous, le principe de Pixpalace est intéressant parce que c'est des gens qu'on ne touchait pas. C'est des journaux, des magazines, même certaines maisons d'édition, sur des choses plus spécialisées, qui n'étaient pas du tout dans le champ de ce que Tendance Sous fait. Et comme je te disais tout à l'heure, nous, on n'a pas d'accord préalable avec les journaux. Ça veut dire que en fait, on ne sait même pas si c'est passé par Pixpalace ou non. Ah ouais.
C'est des gens qui vont appeler à Tendance ou venir sur la base de Tendance Floue. D'accord. Mais il n'y a pas forcément... Enfin, il y a une traçabilité possible, hein, mais c'est comme s'ils étaient arrivés directement sur le site de Tendance Floue, chez nous. Donc pour nous, c'est quand même intéressant. Parce que pendant des années, au niveau des archives, on s'est battu pour rester seul. Enfin, quand je dis seul, c'est plutôt indépendant. Il y a eu plein de propositions pour qu'on soit avec d'autres structures. Et on a énormément hésité là-dessus parce que on s'est dit que oui, on aurait plus de visibilité si on était sur une structure plus lourde, mais on serait plus facilement noyé dans la masse et qu'on perdrait un petit peu ce pourquoi les gens viennent nous chercher. Oui. Et là, visiblement, ça nous donne raison, même si au niveau des archives, c'est plus ce que c'était il y a 5 ans. Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, et puis on se rend compte aussi, on le voit avec les agences, c'est que il y a une telle guerre des prix que les agences, pour faire tourner leur structure, là maintenant, de toute façon, c'est le client qui fait son prix. Et quand on est petit, on peut se permettre de dire non, surtout quand on a un peu de... C'est-à-dire plus on est atypique, plus on passe entre les gouttes, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment le... D'ailleurs, à tel point que, comme on a personne qui démarche commercialement, par contre, ce qu'on voit arriver, c'est des commandes corporate où on nous dit faites du culturel. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, ça. C'est un truc qui est en train de qu'on voit, nous, de manière très visible, parce que, justement, quand les grosses boîtes viennent nous voir, c'est pas pour nous demander de faire de la commande corporate, c'est pour nous demander de faire du culturel. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire, en général, carte blanche, ou en tout cas un cadre beaucoup plus libre que de la commande corporate, qui peut être horriblement sclérosant, quoi. Et ça, c'est un créneau qu'on essaye de défendre, voire de susciter, quoi. Voilà, les clients viennent chercher un produit, et ils ne viennent pas chercher un prix. Ils viennent chercher un truc différent, qu'ils ne trouveront pas forcément ailleurs. Et le côté atypique de la chose, c'est ça, quoi. Puis surtout, ça vient... Enfin, moi, je pense que... la chance qu'on a, ou en tout cas oui, le fait d'avoir beaucoup travaillé sur des aspects culturels, sur des projets quand même assez inattendus. Il y a eu quand même des projets phares à Tendance Floue, vous en connaissez peut-être certains, mais si je prends par exemple le projet de Carrefour, qui était un projet où on a décidé d'aller chacun à un carrefour de la planète, tous ensemble le même jour, en même temps, et de travailler pendant 24 heures. Alors ça, c'est un projet qui est né, vous verrez, vous le verrez pas physiquement, mais autour de cette table-là, enfin de une de ces tables-là, parce qu'on a déménagé pas mal de fois, mais ça, c'est des choses qui ont marqué un petit peu les gens en se disant, mais c'est quoi ce projet ? C'est un projet un peu dingue, et du coup, après, les gens viennent beaucoup pour ça, en se disant, bon, on va travailler avec Tendance Floue, parce que ça va nous amener sur une direction un peu différente. Et puis surtout, ils ont la garantie qu'on va travailler ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences de collectifs spontanés, j'ai envie de dire, en disant, ben voilà, un collectif, c'est 15 photographes qui vont travailler ensemble autour d'un projet. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que de travailler ensemble, c'est quand même des années d'expérience, c'est de savoir ce que l'autre est capable de ramener, de savoir jusqu'où tu peux aller dans une conversation avec quelqu'un. Donc tous ces échanges-là, que vous verrez un peu dans le film, sont à mon avis ce qui fait que Tendance Floue a une image aujourd'hui et qui nous permet d'avoir des gens qui viennent nous chercher pour autre chose qu'ils iraient dans une agence classique, je pense. En même temps, le pendant à ça, c'est que on attend toujours d'être visible dans des endroits impossibles. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps possible. Oui. Parce que d'abord, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, qu'on l'a pas toujours forcément tous ensemble, et que souvent on sent qu'il y a mais qu'est-ce qu'ils foutent les flous, et bon, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait rien, hein. Ça aide un petit peu à comprendre comment on fonctionne. Et puis c'est vrai que sur ce film-là en particulier, on avait mis l'accent entre comment ça se passe en interne de façon collective, et puis de mettre volontairement des projets individuels, là pour le coup, en photo. On aurait pu vous montrer des travaux collectifs,
Et là, c'est vrai que le film, pour ça, était intéressant parce que ça permet un petit peu de voir les fonctionnements, que ce soit sur les problématiques artistiques ou sur des problématiques purement photographiques que chacun rencontre en tant que photographe, je pense, se pose les mêmes questions. Et ça montre que c'est pas toujours évident de travailler ensemble. Et ça montre que c'est pas toujours évident tout à fait de travailler ensemble, ouais, bien sûr. Moi, ce qui fait marrer, c'est que les questions sont toujours les mêmes. Aujourd'hui. Oui. Non. Moi, je crois que tu voulais pas dire. Ouais. Oui, j'aimerais avoir quelques questions. Oui, donc aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à faire ce que vous voulez, comme ça a été dit à un moment donné, dans vos projets personnels? Est-ce que, voilà, comme je disais aussi tout à l'heure, est-ce que ça va plus dans le culturel que dans le corporate? Est-ce que quelle est votre part de liberté dans vos projets personnels? Est-ce que voilà, le collectif vous permet qu'on vous prenne plus en tant qu'auteur, quoi, ou que vous allez porter sur des projets où il faudrait qu'il y ait plus de gens et faire des gens? Moi, je dirais que sur les projets personnels, ça bouge pas. C'est toujours, on fait toujours les projets personnels qu'on a envie de faire et qu'on développe. Alors après, on les développe plus ou moins avec l'aide de la structure, plutôt plus que moins d'ailleurs. C'est sûr que c'est comme ils sont portés par la structure, c'est beaucoup plus solide à les défendre à l'extérieur. Mais au niveau des projets personnels, tout le monde en a autant ou aussi peu, suivant comment on voit la chose. Mais ça, ça, je dirais que ça n'a pas bougé. Et les sujets de discussion n'ont pas tellement bougé non plus, parce que c'est toujours les mêmes problématiques, et c'est très bien comme ça. Puis en termes de projet collectif, c'est vrai que ça, c'est vraiment par période. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments où il y a une vraie envie partagée d'un projet dont on a défini l'idée, le principe, enfin ce de quoi on va parler, pourquoi on le fait. Et puis après, on peut passer 3 ans où il n'y a rien qui sort du chapeau parce que soit les photographes sont plus concentrés sur leur projet individuel, soit parce qu'il n'y a pas de truc qui sort évident sur lequel on a vraiment envie de réagir. Parce que tous les projets collectifs se sont faits comme ça, d'une manière générale. Il y a eu très peu de choses où on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse ça, parce que là c'est le moment, parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas travaillé vraiment ensemble. Voilà. Donc c'est difficile de répondre à la notion de liberté, parce que c'est la même notion depuis toujours, et je pense que c'est la notion qui touche chacun des photographes, c'est de se poser la question de se dire, il y a des gens qui sont totalement libres, mais enfin il n'y en a pas non plus des tonnes, je pense. Donc il y a toujours ce rapport à comment vivre de la photo, comment faire ce que j'ai vraiment envie de faire, comment le défendre. Donc la notion est un petit peu la même aujourd'hui, je pense, encore à tendance séparée, quoi. Par contre, j'ai l'impression que les projets sont plus affirmés, c'est-à-dire que... Mais ils sont plus réfléchis. Ils sont plus réfléchis, ils sont plus il y a accompagnés. Plus d'exigence aussi. Avec l'expérience, c'est forcément le degré d'exigence, y compris dans les projets collectifs qui pourraient naître ou pas, on met la barre plus haut. C'est-à-dire qu'on pousse le truc, et du coup, le niveau d'exigence monte, mais en même temps, quelque part, ça les retarde aussi, évidemment. Donc c'est une cuisine complexe aussi. Justement, je vais vous poser une question sur les projets collectifs. Comme Carrefour, là, c'est Zéro Danger Limité, c'est ça? Oui. National Zéro. National Zéro, oui. Qui sont, moi, ça me touche beaucoup comme type de travail, et je trouve que c'est de la pure poésie, quoi. Mais comment c'est né collectivement? C'est la première question. Comment l'archéologie un peu de l'idée? Et puis après, la mise en œuvre aussi, parce que ça, si j'ai bien compris, c'est pas corporate. Non. Donc ça se finance, comment ça se finance, comment matériellement vous réalisez, y compris dans la dimension financière, quoi. Alors, National Zéro, qui est le premier des deux, il naît autour de la table, toujours, parce qu'on avait la volonté de repartir un peu sur l'idée d'un road movie. Ça tournait pas mal autour de la table, cette envie... soit d'un film d'ailleurs, parce que l'idée à l'époque avait été évoquée, qu'on ait une caméra chacun, qu'on fasse un morceau de route, qu'on ait un road movie,
À l'origine, on voulait même partir sur la route 66 aux États-Unis, de la revisiter, de mettre un peu la barre plus haut en disant bon, c'est un marronnier de chez marronnier, mais voilà, on s'embarque sur cette route-là et on part là-dessus. Et puis assez vite, on s'est dit que c'était un peu dommage de refaire cette route-là, de ne pas regarder un peu où nous on vivait, et notamment en Europe. Et c'était 2 ans avant l'entrée dans l'Union européenne de 15 nouveaux pays. Donc l'idée a commencé à gamberger comme ça. Et après, cerise sur le gâteau, à une réunion, on s'est dit mais ce qui serait génial, c'est qu'il y a un relais avec une voiture, c'est-à-dire que chaque photographe vient dans le pays, récupère la voiture, fait son bout de route, l'autre photographe arrive de Paris, récupère la voiture, fait son bout de route, etc. etc., etc. Donc ça a été écrit, conçu comme ça. Et après, pendant presque... Alors, ouais, parce que ça doit être 4 ans avant l'entrée de l'Union, peu importe. Pendant 2 ans, on a cherché de l'argent. Il y a eu plein de fois où on avait l'argent, c'était sûr. On a eu des partenaires privés, des publics, et quasiment tout a capoté au dernier moment. Parce que, comme souvent dans ce type de projet, les gens veulent voir la rentabilité pour les privés qu'ils vont avoir. C'est-à-dire comment ils vont utiliser les images, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quelle visibilité ils vont avoir. Et quand le projet n'existe pas, on avait du mal à leur dire, par exemple, que ça allait être exposé à Arles, parce que ça a été le cas ensuite. Mais à l'époque, on ne pouvait pas mettre ça sur le... On pouvait donner des promesses qu'on avait des contacts avec des institutions, avec des lieux d'exposition, qu'on avait la possibilité de faire un livre, etc. etc. Bref, ça n'a pas fonctionné. Et on allait souvent au festival de Perpignan, à l'époque, on a rencontré à l'époque Jean-Luc Marty, qui était rédac chef de Géo, et Sylvie, qui ont été vraiment séduits par le projet, on leur en a parlé, etc. Et à nouveau, pendant 1 an, ça a traîné, allez, 6 mois avant l'entrée des nouveaux pays dans l'Union, Géo s'est dit, il faut qu'on fasse un truc sur l'Europe, paf, tendance sous le projet, paf, on les appelle, et on met de l'argent sur la table pour le faire. Donc financièrement, ça s'est fait comme ça. Il y a eu l'autre partenariat, ça devait être Kodak pour les films, ou Fuji, je ne sais plus. Enfin, une excuse s'il y en a. non, mais il y a eu l'Institut géographique, l'IGN, qui nous a donné des cartes complètement pourries, enfin des cartes inutilisables. Le partenariat. On avait discuté avec eux pendant des plombes et ils nous ont filé des cartes. Des cartes, ça vaut 10 € une carte. C'est quand même pas le super partenariat, quoi. Bref, non mais je le dis parce que quand même, ça fait partie des partenariats. Des fois, tu passes des heures à discuter avec des gens, puis au final, t'as une broutille. Géo, c'était pas le cas. Ils ont vraiment mis de l'argent sur la table. Et du coup, avec cet argent-là, on a acheté la voiture, qui est partie en Grèce, où Meyer a démarré le boulot. Et du coup, tous les 20-21 jours, il y avait une liaison à l'aéroport, où on passait la journée, la nuit ensemble. On expliquait au photographe qui venait, enfin celui qui venait de faire sa route, disait à l'autre, voilà, fais gaffe, la bagnole, il y a ça qui déconne, il y a ci, il y a ça. Et puis pour faire... on s'était mis un principe de faire une photo tous les 50 km, en plus du travail perso le long de la route. Il fallait faire une photo de la route, un panoramique comme ça, au milieu de la route, de l'autoroute, de où on était, avec un petit point GPS, parce qu'on voulait vraiment que la route existe. C'est pour ça qu'on l'a appelé National Zéro, comme un numéro 0 d'un magazine. Il fallait qu'elle existe réellement. Si quelqu'un derrière voulait construire cette route physiquement, il y avait des points partout dans l'Europe sur les 25 000 km qu'on a pu faire au final. Il y a eu juste un problème, enfin pas un problème, on le savait dès le départ, mais Géo finançait que la moitié de la route. Donc c'est-à-dire qu'il y avait, d'accord, enfin le côté droit, quoi, pas le côté gauche. Eux, ils voulaient les pays entrants, donc c'était plus important pour eux le début de la route, parce que ça montait du nord et redescendait au sud. Et pendant les 15 jours où je crois que c'est Philippe Loparelli qui était dans la voiture et qui était censé soit rentrer avec, et parce que quand on a démarré, on a dit mais on va trouver de l'argent, c'est pas grave, on démarre, on trouvera le pognon au fur et à mesure. Et là on a fait un gros rendez-vous à nouveau avec Géo. On lui a dit Jean-Luc, tu peux pas laisser la bagnole en Finlande là. Il faut que tu remettes de l'argent pour que la route se termine, et il l'a fait.
Et donc Géo a été un énorme, a été le partenaire qui a fait qu'on a pu faire la National Zero. Un an après, il est revenu nous voir parce qu'il voulait parler de la mondialisation. Et il nous a demandé de réfléchir à une idée. Et c'est là où est née l'idée Carrefour 0 heure GMT. On s'est dit, tiens, ça peut être intéressant pour parler de la mondialisation, de photographier vraiment quelque chose de très 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 simple, c'est-à-dire un croisement de route. Et moi je me souviens qu'à l'époque, c'est pas très longtemps après le film, c'est pas Smoking No Smoke, un film aux États-Unis où le gars sort tous les matins faire une photo dans la rue, là, je sais pas, Smoke. Voilà. Et il y avait ce truc qui m'avait marqué en me disant, c'est quand même super de faire un peu la même photo tout le temps. Il y a un côté un peu radical comme ça, un peu systématique. Et voilà, donc on lui a proposé ce projet-là en disant, c'est simple, on part tous ensemble en même temps. Et le but du jeu, c'est que pendant 24 heures, on photographie au même endroit sur 10 points sur la planète. Donc on avait réparti un peu nord-sud, est-ouest, enfin voilà. Et donc on a tous décollé une semaine avant, et pendant une semaine on a cherché notre carrefour, parce que pour rester 24 heures avec un trépied au même endroit, c'est quand même pas simple, quoi. Il y a plein d'endroits où c'est compliqué. Donc ça a été le plus dur, ça a été ça. Et après, une fois qu'on était sur place, on photographiait régulièrement, comme ça, on avait tous le même optique, à peu près la même hauteur de pied. Enfin, c'est des choses qu'on avait décidées évidemment en avant. La question de savoir sur le traitement couleur au noir et blanc, le format de... Ouais, là on a cassé un peu les égos ou les envies ou on s'est imposé le même format, couleur, 24-36, voilà. Et il y avait certains photographes qui disaient, mais moi ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre, t'en as rien à foutre, mais pour une fois tu seras un petit soldat et tu feras... Voilà. Donc le projet s'est fait vraiment comme ça, là aussi avec l'argent de Géo. Il y a eu d'autres financements ensuite, pour le film, il y a un film qui est fait à partir de ça. Mais à l'origine, là, c'est Géo à nouveau qui a mis de l'argent. C'est les 2 belles années Tendansou avec Géo en collectif. Et d'ailleurs, c'était un peu une première, hein, ça nous a valu pas mal de jalousie justifiée. Mais après, il a été obligé de faire bosser un peu d'autres collectifs, d'autres structures, parce que ça faisait 2 gros projets en 2 ans. Et même au niveau de la rédaction, ça coinçait un peu, quoi. Mais là, on avait affaire à une personne qui comprenait un peu la folie du projet. Parce que moi je me souviens au rendez-vous, il y avait toute la rédaction, plus les financiers de Géo, parce que c'était quand même un projet cher. Hein, National Zero cher, mais alors Carrefour c'était encore plus cher. Du coup, ils ne voyaient pas très bien comment on allait... ce que ça allait donner dans les pages du journal, quoi. Donc il y avait eu une grosse réu par rapport à ça où on avait été obligé de bien argumenter pour que le projet se fasse, quoi. Et les lieux, par exemple, c'est Géo qui les choisit ou c'est discussion ? Discussion, ouais. National Zero, pas du tout, parce que la route, de toute façon, nous, on ne savait pas où on allait. Donc, on savait juste qu'on devait aller d'un point A à un point B et traverser tel ou tel pays. Mais après, la route, si on voulait partir à droite, on partait à droite. Enfin, c'est ça qui était super dans National Zero, c'est que la route, on la faisait en même temps qu'on avançait, quoi. Si on tombait en panne 2 jours à un endroit, on était là 2 jours et puis après on fonçait pour récupérer une route. Enfin, donc ça, c'était un peu le côté fou de ce projet-là. Et après, de la même façon que vous avez pu le voir dans le film, c'est vrai qu'après, chacun a sa façon de photographier pour National Zero sur sa portion de route. Donc ça, c'était intéressant pour ça. Mais ça a été un frein souvent pour vendre le projet en disant mais ce serait mieux si c'était le même photographe qui faisait toute la route parce qu'il y aurait une unité. Et nous, on a beaucoup insisté là-dessus en disant mais non, parce que il se trouve qu'il a fait cette portion de route-là, mais il aurait pu faire celle-là, et que la complémentarité des regards photos fait que ça donne... Ouais, ça donne de la diversité à l'Europe aussi, c'était l'esprit du projet, quoi. Donc voilà, pour la genèse et le financement, c'est comme ça que ça s'est fait là-dessus. Après, il y a eu d'autres projets comme les Made in China, Made in India, où d'ailleurs c'est là où on a rencontré Alain, sur le Made in India, qui sont nés toujours autour de la table. On voulait partir à Pékin parce qu'il y a Bertrand Meunier, qui est un des photographes de Tendansou, qui connaît bien la Chine. Et ça part souvent d'un des photographes ou deux qui disent « Ah, il faudrait qu'on bosse là-dessus. » Voilà. Et il voulait absolument qu'on aille en Chine, donc on a monté un projet, on a cherché des partenariats. C'était avant les Jeux. C'était avant les Jeux, ouais, 1 an avant les Jeux, je crois, 2007, ouais, un truc comme ça.
Et là, on n'a vraiment pas trouvé de partenaire. Et c'est de là qu'est née l'idée de, finalement, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une revue nous-mêmes, quoi. Et le principe de la revue serait de partir 15 jours à Pékin, et que dans les 15 jours, on fait les photos, on trouve un directeur artistique, on fait la maquette du journal, on l'imprime là-bas et on revient. Et ça, c'était le défi. Et c'est ce qu'on a fait, ça a un peu merdé à un moment donné, bon, ça merde tout le temps un peu des fois. Mais non, on a fait vraiment ça, on a trouvé le graphiste sur place, on a fait toute la conception de la revue. Et après, il y a eu une autocensure sur place de l'imprimeur qui s'est dit... il y avait un texte, je pense, qui faisait référence à Tiananmen, mais sans le citer. D'ailleurs, il y a eu un article encore récemment où c'est blackout total tout le temps, encore, évidemment. Et il a refusé d'imprimer la revue. Donc du coup, on a rapatrié tout le matériel en Europe et on a été l'imprimer à Barcelone. Et ça aussi, on avait un rendez-vous avec Arles, parce que depuis des années, on a tissé des relations avec Arles quand même régulières, où on avait promis le lancement de Made in China à Arles. Et il a dû arriver une semaine avant le début du festival. Mais c'était un super rendez-vous parce que, voilà, là c'est des choses où on a pris un peu le contre-pied de ce qu'on peut faire en photo, souvent quand on prend le temps sur un projet perso, ou on travaille pendant 2-3 ans sur le même truc. Là, on a fait tout l'inverse, on bosse 15 jours, on n'a que 15 jours, et on prend l'essentiel de ce qu'on a pu sortir sur place. Et Made in China est né comme ça. Il y a eu un financement d'Olympus pour les billets d'avion, et après on a autofinancé Made in China, on a perdu de l'argent, on a perdu pas mal d'argent sur Made in China. Mais ça a lancé le Made in India, puis le Made in France, puis sans doute quelque chose avec la Corée pour les années prochaines qui vient de là. Enfin, de toute façon, il y a toujours des choses qui viennent du fait d'un projet antérieur, quoi. Pour la partie... ouais. Mais vous le voyez autour de la table, alors il y a des séquences de déconnes, de machin, il y a toujours une ambiance comme ça quand même, hein. C'est quelque chose qui est agréable, quoi. Plus sympa de bosser en rigolant qu'en se faisant la gueule, ça n'empêche que ça arrive. Mais c'est vrai que concrètement, il y a quand même des étapes de construction qui passent par les réunions, quoi. Qui passent par le fait de se voir, quoi. On nous a souvent posé la question, pourquoi vous ne prenez pas des photographes étrangers, machin, ce serait plus riche, etc. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir, dans la façon dont fonctionne Tendance Fou, hein, de ne pas pouvoir échanger régulièrement, ou en tout cas de façon assez périodique, c'est un souci. On l'a expérimenté, et c'est vrai que c'est plus riche quand on arrive à se retrouver pour parler un peu de photos, parce qu'il y a très peu de sujets perso qui sont abordés, hein. Enfin, perso, je parle de vie, de famille, etc. On est beaucoup sur la photo, sur qu'est-ce que tu fais en ce moment, c'est quoi le projet, machin. Ouais, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où des gens se réunissent toutes les semaines pour parler de ça. Non. Ouais, je pense pas non plus. Et le groupe, comment il se renouvelle de temps en temps? Comment on rentre dedans? Pourquoi Ouais. on sort? Ouais, alors ceux qui en sont sortis, c'est ceux qui... on n'a jamais mis personne dehors, quoi. Il y a 3 photographes qui sont rentrés et repartis. Ils sont sortis soit parce qu'ils n'y trouvaient pas leur compte, enfin parce que c'est lourd parfois quand même, la notion collective là, t'as l'impression d'être... Enfin, t'as pas l'impression, t'es quand même dans un groupe... dans lequel tu dois... C'est quand même schizo, hein, des fois, hein, parce que tu dois vraiment faire un boulot perso et à la fois participer à un échange de groupe, donc c'est pas forcément simple à gérer tout le temps. Mais voilà, il y a 3 photographes qui sont rentrés et partis, je crois, de mémoire. Mais c'est pas... D'expérience, pour moi, c'est pas plus compliqué de gérer ça en groupe que de se gérer tout seul. Moi, si au moment où Tendance m'a proposé de les rejoindre, moi, j'en avais juste marre de m'occuper que de moi. Et c'est aussi un truc qui est lourd aussi, hein, s'occuper de soi. Et après, comment on rentre, ça s'est fait... 96, ils étaient 5, ils ont eu une période où ils se sont dit il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde. Ils avaient même proposé à... Je sais pas, on devait être 14 ou 15 photographes sollicités pour rentrer à Tendance. On est 6 à être rentrés, donc la moitié, un peu plus de la moitié à Dino.
Et heureusement, parce que si on était rentré à 14, je pense que c'était quand même lourd, quoi. Après, 4-5 ans après, on a réouvert, on a fait rentrer 3 photographes. Puis ensuite, Bertrand Meunier est rentré comme ça, parce que c'était quelqu'un qu'on connaissait, avec qui on avait envie de travailler. Et ensuite, il y a quoi, 4 ans, hein, ça fait 4 ans 3 ans. 3 ans. On a réouvert, et il y a 2 photographes qui sont rentrés, dont Alain. Quand je dis réouvert, c'est qu'on balance une annonce en disant, voilà, Tendance Fou, on recherche des photographes, etc., etc. Et on en a pris que 2, mais ça... Hein? Moi, j'ai pas vu l'annonce. Bah oui, mais il y en a eu. Bah ouais. Biqueux, bah c'est pas Florel qui est allée la chercher. Non, mais il y a pas. Non, t'as raison. Il n'y a pas eu d'annonce, mais on a vu, je sais pas, 50. Chacun proposait un peu des photographes, quoi. Parce que justement, la fois précédente, on avait fait une annonce et il y avait, je sais pas, 80 dossiers, mais c'est lourd à gérer, enfin, c'est un peu compliqué. Ça faisait du temps et tout, enfin, bref. Du coup, là, on l'avait fait différemment. Et donc, il y a Biqueux des porteurs qui était rentré et Alain. Et Biqueux, pareil, elle est partie il y a 1 an et demi. Enfin, Magnum l'a sollicité et du coup, elle est partie à Magnum. Voilà. Ce qui est dommage, c'est une bonne photographe. Mais voilà, Biqueux, elle habitait en Belgique. Il y avait je pense qu'elle est partie aussi parce que elle était rarement à Paris, rarement en Réunion. Elle parle pas français. Donc elle sentait quand même... elle a eu du mal à rentrer vraiment dans l'histoire, quoi. Même si elle est venue à Sète avec nous, on était invité en résidence à Sète faire un Made in Sète. Donc là, elle a vraiment partagé le truc. Mais je pense que c'était pas suffisant pour elle, quoi. Il lui manquait quelque chose, quoi. Donc voilà. Et là, on se pose régulièrement la question de savoir s'il faut faire rentrer des nouveaux photographes ou pas. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui veulent en faire rentrer 1 ou 2 comme ça au fur et à mesure. Et d'autres écoles, enfin une autre école qui préférerait faire rentrer 5 ou 6 photographes d'un coup pour un peu mettre un peu de... Mais la question qui revient tout le temps, c'est de dire comment on fait pour accueillir 5 photographes dans un marché photo qui est quand même compliqué, dans des photographes où on est plus en train de chercher des projets, des boulots. Donc c'est difficile de proposer à des gens de rentrer, puis ensuite de dire tu vois, ça c'est un peu le problème. Et c'est quelque chose qui revient quasiment à pas toutes les réunions, mais tous les 15 jours, 3 semaines. Non, puis c'est vrai que sur les projets collectifs, déjà partir à 12, ça coûte vachement de fric, quoi. Ouais, c'est assez lourd, donc... Si c'est pour être à plus et que tout le monde puisse pas partir, c'est un peu con, quoi. C'est un peu délicat, mais voilà, là-dessus, on s'engueule souvent, quoi. Notamment dans les moments où la fin du film, c'est ce qu'on appelle, nous, les débarquements, c'est des endroits où on se retrouve une fois par an, tous ensemble, pour un peu parler pendant 2-3 jours, vraiment de Tendance Fou et qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut pas faire, etc. Et notamment à ces moments-là, la question revient tout le temps, et on est quand même assez rarement d'accord, d'où le fait que depuis 3 ans, il n'y a pas eu de nouveaux photographes à Tendance. Et c'est compliqué, quoi. Moi, j'aimerais bien, moi. Non, mais je dis ça parce que je pense que c'est indispensable. Dans l'absolu, c'est indispensable. Même si c'est compliqué à gérer, mais c'est indispensable. Moi, j'arrive pas très bien à comprendre que vous arrivez à, si vous avez en plus des égos, enfin pour certains peut-être assez importants, à vous retrouver sur un principe équilibré ou d'équité ou à fonctionner ensemble. Et par exemple, pour le fait d'aborder rentrer les gens, etc. Je veux dire, il y a des personnalités sur lesquelles c'est quasiment impossible de pouvoir travailler avec. Et donc cette capacité ou cette volonté de pouvoir surtout pour vous là, vouloir les accueillir, c'est prendre un risque aussi là-dessus. Ouais. Et après, j'avais juste une question, c'est toujours autour de ça, de ce mode de fonctionnement, d'organisation, de liberté, d'équilibre trouvé sans qu'il y ait un chef, une structure, un truc qui fixe des règles, je sais pas, il y a une méthode de gouvernance, vous avez quelque chose qui fait que dans les choix aussi des photos, je sais pas, si vous partez, chacun va amener, chacun va donc poser forcément 2 photos dans le choix, et chacun a pris 2 photos, et il faut que ces 2 photos fassent l'unanimité, ou c'est lui qui les impose, est-ce que c'est... Je sais pas, il y a... C'est impressionnant. Moi, quand je les ai connus la première fois, c'était sur le projet en Inde, où
où je les ai fait venir et je les ai fait travailler. Je suis allé les voir et je les ai vus travailler et je les ai vus bosser. La première fois que je les ai vus bosser sur l'editing du projet sur l'Inde, en Inde, je ne croyais pas mes yeux. C'était une salade infernale. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui dormaient. C'était très extraordinaire, mais c'était vraiment, ça marchait quoi. C'est bizarre que ça marche, mais ça marche. Mais c'est vrai que c'est pas très logique, c'est pas très. C'est logique, mais ça demande. Ça demande, je sais pas, un certain équilibre dans l'approche relationnelle autour des projets. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que. On abandonne des choses, on part dans un état d'esprit qui est forcément. Voilà. Oui, mais en même temps. Et justement, vous avez viré personne, et c'est ça qui est surprenant aussi. C'est-à-dire que les gens que vous avez fait rentrer. Vous avez bien choisi, quoi. Parce que, ouais, mais en plus, il y a un truc, c'est qu'on ne se connaissait pas du tout. On se connaissait absolument pas. On n'était pas amis à l'origine. Donc c'est un peu des rencontres. Et ce qui a fonctionné, c'est que tous les gens qui sont rentrés à Tendance Sous sont des vrais photographes. Ce ne sont pas des... comme on dit, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de... Mais c'est vraiment des gens qui tiennent à la photo. Donc c'est quand même toujours ce qui fait que ça rééquilibre les choses. On est capable de s'engueuler avec quelqu'un en disant bon bah attends, non, ça quand même, faut pas exagérer quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, ça c'est en photo, ça tient pas, ça fonctionne pas, ça marche pas. Et puis il y a quand même des postes qui se définissent depuis des années. On sait qu'un tel va pas faire la direction artistique d'un projet, par exemple. C'est pas la peine. Il y a 2-3. Non mais voilà, on sait que c'est pas un tel qui va faire les virements au photographe du compte quoi. C'est pas la peine. Etc. Donc il y a quand même des choses qui se sont imposées naturellement. Il y a des gens qu'on ne va pas envoyer en rendez-vous parce qu'on sait que ça ne va pas fonctionner, etc., etc. Après, sur les projets collectifs, on se donne quand même des tâches parce que sinon, c'est un peu toujours les mêmes qui font toujours les choses et qui supportent, chacun l'a vécu, à supporter trop, pas assez, à être exclu, à être... sur le devant de la scène tout le temps, enfin voilà, mais quand même, il y a des postes un peu qui se font naturellement comme ça, qui perdurent. Et après, on a un gérant, un des photographes qui est gérant. Là, c'est la partie vraiment responsabilité juridique pénible. Et ça, on a du mal à trouver un gérant à chaque fois, mais bon, là, on en a un, on est bien content. Il était parti pisser, on a dit c'est du gérant. C'est comme l'histoire de Coluche avec le pape. C'est dit le pape. Ouais, c'est bon, allez, hop. Non, mais ça c'est un truc emmerdant parce que il y a toute une partie du boulot qui est chouette. Hein. Mais il y a certaines responsabilités comme ça qui engagent quand même. Enfin, Tendance, c'est une vraie structure. Aujourd'hui, on est sous forme de scope. On a été longtemps en association. On a basculé en SIC exactement. SCIC, ouais, c'est ça. Qui est bien, c'est un système coopératif qui permet de redistribuer le travail. Enfin, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est une bonne structure pour ça. Pendant le film, on te voit, je crois que c'est toi, on te voit t'énerver sur l'histoire du site internet, ouais. dont on parle depuis 2 ans. Et ouais, qui avance pas. Je me suis posé la question, mais dans ce système coopératif, pourquoi du coup t'as pas dit, te dire ça m'énerve, ça parce qu'on n'y arrive pas, pourquoi t'as pas dit, moi je le fais. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit le faire. Là, dans le film, c'est Patrick qui est censé s'en occuper, qui est au bout de la table là. Il dit putain, moi j'en ai marre quoi. Hein ? En gros, tu l'engueules. Oui, c'est ça, ouais. Je suis un peu énervé dans le film. Avec le recul. Mais ouais. Parce que là, pour le coup, à l'époque, tu vois, il y a quelqu'un qui était vraiment responsable des archives, de faire que les photos rentrent dans les archives. Toutes les boîtes qu'on voit derrière, là, c'est familier pour beaucoup, mais c'est toutes les petits tirages là, qui étaient les archives avant Internet, avant les bases de données, etc. Donc les coursiers appelaient, enfin les journaux appelaient, ils envoyaient un coursier, ils prenaient un tirage, ils avaient fait un choix par téléphone avec l'iconographe à Tendance, et ces boîtes-là, c'était ça. Donc il y a quelqu'un qui s'est occupé de toutes ces boîtes. Donc c'était un énorme boulot. Il y avait Patrick qui devait s'occuper de Internet, là c'est lui en particulier, c'est pas grave, hein, mais... Et ça avançait pas depuis 2 ans. On en parlait, oui, mais il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, et ça avançait pas. Et pendant que toi, tu bosses sur d'autres trucs, tu as envie que chacun fasse avancer un bout, quoi. Alors, bon, dans les choix, dans les editings, les choix des photos
passe de manière collégiale, ça c'est entendu. Mais il y a quand même deux choses, c'est qu'il y a toujours le côté, on va dire un peu coup de cœur de la photo, et puis il y a la photo qui sera peut-être un peu moins artistique, mais un peu plus documentaire et peut-être un petit peu plus commercial. Donc comment vous arrivez à faire cet équilibre entre justement le côté business, parce qu'il faut coûter, et puis cette patte artistique? Eh ben, on en parle souvent. Non, mais on en parle souvent parce que c'est vrai que souvent dans les archives, quand on regarde la base de données, on dit non mais ça c'est pas possible. Enfin, on voit des photos de merde qui sont sur la base et ça nous énerve quoi. Et après, eh ben, oui, il y en a quand même certaines qui se vendent et revendent et qui ramènent de l'argent à tendance floue, enfin aux photographes mais à tendance floue. Parce que pendant longtemps, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais les archives c'est un gros tiers des revenus de tendance floue quand même. Donc des photographes, enfin, pas pour tous, parce que là pour le coup c'est absolument pas égal. Mais c'est quand même des rentrées d'argent conséquentes pour tendance. Donc ces débats ont lieu plein de fois, il y a eu des poubelles de fête régulièrement. Il y a régulièrement la volonté de refaire une grosse poubelle, aussi parce que ça prend de la place. Là pour le coup il faut racheter du disque dur, des stockages, enfin bon, parce que c'est pas stocké à tendance, c'est sur des disques, je sais pas où ils sont d'ailleurs. C'est stocké quelque part quoi. Ça a un coût. Et donc c'est des conversations qui reviennent régulièrement. Mais c'est vrai que c'est comme le fait de faire un peu de corporate, comme dit Meyer, moi je veux de l'argent craquant pour m'acheter du film et faire mon boulot. Là c'est la même chose, il faut quand même un peu d'argent pour que ça marche, pour financer aussi des projets. Sauf que c'est Il jamais faut pas qu'il y ait un déséquilibre tel que ça devienne... Les commandes corporate, c'est jamais du corporate pur, quoi, parce que pour ça, ils viennent pas nous voir. C'est toujours des trucs qui sont à... C'est jamais, il y en a jamais un à qui on propose de photographier des frigos, par exemple. Oui. Ça tombe jamais, ça. Donc il y a pas... La dernière fois, j'étais en Corée, j'étais voir... on avait un rencard avec un prof de photo dans une grande université d'art à Séoul. Et donc on lui a raconté notre salade et tout, et il disait, bon, alors qui c'est qui s'occupe de la photo de studio du Packshot? Moi je lui dis, personne, quoi. Et le mec ne comprenait pas, quoi. Il disait, mais ça sert à quoi d'être plusieurs, quoi? Si vous faites tous la même chose. Ouais, il n'arrivait pas à piger du tout, quoi. Pourquoi on faisait tous la même chose alors qu'il y avait le truc de frigo qui était là, béant, qui demandait qu'à nous remplir les poches? Il ne comprenait pas ça. Non, mais par exemple, même quand vous êtes donc, sur un reportage avec très, très précis, on sait qu'il y a toujours la photo d'illustration ou autre qui n'est pas la pâte tendance floue, mais on sait que celle-là, on va réussir à la vendre. Ah mais il y en a, il y en a pas. Non, mais il y en a, ça c'est indéniable. Bien sûr qu'il y en a. Oui. Après, il y a des photographes qui ont ce réflexe de faire pas mal d'illustres. Ça dépend des photographes, quoi. Tu vas avoir des photographes qui mettent que du super perso, que la crème de la crème, enfin leur crème de crème, sans mettre trop de choses en archive à côté. Et d'autres qui vont être beaucoup plus, mettre des choses plus un peu piochées à droite à gauche. C'est jamais des mauvaises photos. Enfin, il y en a quand même, il y en a. Hein. Mais globalement, on fait gaffe quand même, quoi. Il y a une DA qui est un peu en... Là, c'est le bordel en ce moment, à nouveau. Mais il y a deux personnes qui font la direction artistique de ce qui rentre en archive. Est-ce que votre regard évolue les uns et les autres en fonction de vos rencontres? Ou est-ce que vous regardez toujours le même type de regard? Ou est-ce qu'il y a une évolution Personnellement ou... Oui, personnellement. Est-ce que ça vous enrichit ou vous restez sur la même démarche ou la même... Alors moi, je fais toujours la même photo depuis 35 ans, moi, 40 ans. Ah ouais? Et moi, j'ai jamais fait la même depuis 35 ans. Non, mais c'est vrai. Oui, Alain, c'est assez... Sauf que aucune série se ressemble, mais pour moi, je fais toujours la même. Mais c'est vrai que des fois, c'est en noir et blanc, des fois... Il n'y a pas d'interaction, d'influence entre nous? Oh, si. Si, mais... Si. Ah oui. Moi, je sais pas, non. Je suis pas très influençable par... Si, mais ne serait-ce que quand on découvre le travail d'un collègue, on voit un truc, on dit attends, c'est quand même super bien. Je prends l'exemple de Olivier Kuhlmann qu'on a vu autour du World Trade Center 2001-2002, qui a un vrai regard.
Je pense qu'il y a plein de photographes qui sont allés au moment juste après le World Trade, hein, il a dû y aller un mois et demi après, je sais plus. Pas pendant, mais... Et il y a beaucoup de photographes qui ont photographié Ground Zero, vraiment Ground Zero. Et Olivier, il a ce regard-là, par exemple, c'est un exemple. Puis moi, je sais qu'à l'époque, je me suis dit, putain, c'est génial de ne absolument pas photographier ce que les gens regardent, ce que tout le monde regarde, mais de photographier les gens qui regardent ce trou béant qui est là, sans jamais le montrer. Et voilà, ça fait partie des choses, par exemple, où moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai vu ce travail-là, j'ai dit, ah ouais, ce regard-là, il m'intéresse, quoi. C'est pas le seul, hein, mais c'est celui qui me vient le premier à l'esprit, là, suite à la projection, mais... Et donc, oui, bien sûr qu'il y a je sais pas si c'est de l'influence, mais en tout cas, ça transpire d'un photographe à l'autre quand on découvre les boulots. De toute façon, en travaillant ensemble, il y a une émulation qui se crée automatiquement. Ouais, automatiquement. Mais après, on est quand même tout seul. Tout seul en train de travailler, même si on est sur un projet collectif. Il y a certains projets où on est vraiment ensemble, mais la majeure partie du temps, on est quand même tout seul. Et alors après, côté justement au niveau de votre organisation, tu disais que vous étiez en FCIC, du COP, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, tout ce qui fait passe par le collectif. Ouais. Vous ne faites pas de travaux perso, pour vous revendus un travail de commande par exemple. Tout passe par Tendance. Ouais. Tout est rebalancé. Réinjecté. Et que ce soit un travail qu'on ait trouvé tout seul dans son coin sans que Tendance ne fasse absolument rien. Qu'est-ce que je vais te... Ouais. C'est 35%. Parce que sinon, ça aurait pu créer, ce qui s'est passé dans pas mal de structures d'ailleurs, des gens qui ne faisaient plus passer les boulots par la structure, même si à l'origine c'était venu de la structure, mais le journal le rappelle 2 ans après, oh bah oui, mais c'est moi qui ai démarché, blablabla, enfin, t'en finis plus quoi. Tu passes ton temps à faire des trucs à la carte. Et donc là, vous, par rapport à la structure, donc l'argent, c'est la structure, c'est Tendance Flow qui facture. Ouais. Voilà. Et qui vous reverse en note de droit ou en note de droit. Non, en note de droit. En note de droit. Ouais. Non, un salaire. Il aurait fallu qu'on soit agence de presse et puis c'était compliqué. Ouais, non, on est AGSA, ouais. Que ce soit les archives ou les commandes. Après, pour la presse, comme on se fait payer en salaire, là, c'est le photographe qui se fait payer et qui reverse à la structure. Oui, ça fait mais alors par contre, donc il touche un salaire qui est net, il reverse de son salaire, mais il va payer ses impôts sur son salaire. Ouais, mais on a fait un calcul à la louche qui fonctionne pas mal. Bon. c'est d'ailleurs pas 35% là. Non, là c'est 20%. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que justement, il y a cette part qu'on reverse. Est-ce qu'il y a toujours des photographes qui travaillent en argentique? Vous travaillez tous en argentique? On travaille tous avec les deux. Ouais. Moi, je travaille plus en argentique depuis longtemps. Mais la majorité est encore à cheval entre les deux. Ça dépend des boulots, quoi. Ça fait, on va dire que globalement, à Tendance Flow, ça fait pas très longtemps qu'on travaille en numérique. Mais là, tout le monde bosse à cheval sur les deux. Ça dépend des boulots. Il y a des boulots où vraiment on a envie de... c'est pas pour des histoires de qualité, c'est pour des histoires d'habitude, quand même. Parce qu'on est habitué à un appareil, on est habitué à une cellule, on est habitué à une optique avec cet appareil. Enfin bon. Puis aussi le fait de ne pas voir ce qu'on fait, quoi. De partir léger. De ne pas avoir l'ordi, le truc et les déchargeurs de cartes et tout le machin. Donc de ne pas tous les soirs être là en train de décharger, de passer du temps en plus à décharger et à regarder qu'à faire des photos. Donc c'est plus ça, c'est le fait de ne pas voir l'image. Ouais, c'est pour ça. Je pense que c'est plus là-dessus où les choix se font. Et après, dans 80% des cas, on n'est pas en numérique, c'est pas possible, quoi, aujourd'hui, quand même. Donc, et puis voilà, c'est un autre outil, on a mis un peu de temps à Enfin, je sais pas pour toi, là, mais... moi, je m'en suis foutu. Ouais. Oui, d'entrée, quoi. Moi, j'avais pas de fétichisme particulier, ni sur l'un ni sur l'autre. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Non, je pense que, là on a pas mal abordé tout ce côté, on va dire, concept et tout, philosophie, voilà, philosophie. Et après,
les questions donc, beaucoup plus terre à terre, justement, c'est tout ce, pour ceux qui, comme ça, qui pourraient avoir l'idée de se dire « Ah ben tiens, à 4 ou 5, on pourrait se monter un collectif ou autre ». Tout le côté purement, on va dire, administratif, donc bon, la SCOP, enfin, la CIC, qui facture, etc. Tout ce côté économique, ça fonctionnait, tu peux le développer un petit peu plus. Bon, déjà, tu as donné pas mal de... Non, mais assez simplement, parce que nous, on nous appelle régulièrement, hein, quand même, en disant « Bon, j'aimerais bien vous rencontrer, parce que on est 4-5 photographes à tel endroit, on aimerait bien monter un peu une structure, démarrer un truc qui ressemblerait à un collectif, etc. » Moi, les réponses, c'est toujours un peu les mêmes. Hein, c'est que le plus simple, quand même, administrativement parlant, c'est de créer une association, évidemment. Parce que nous, on pourrait être encore aujourd'hui en association. Hein. Y a des grosses structures associatives qui ont un chiffre d'affaires, donc c'est pas un problème, c'est tout à fait gérable de rester en association. Pour nous, c'était un peu plus, ça nous permettait quand même de régler certains problèmes avec les banques, d'aller plus loin, et puis surtout d'ouvrir Tendance Floue à des sociétaires, qui sont des gens de la photographie, qui sont 20, 25, qui sont sociétaires de Tendance Floue aujourd'hui, avec qui on développe des partenariats sur des boulots précis. Donc ça a été un peu l'astuce à l'époque pour lever un peu des fonds quand même. D'accord, ouais. Et puis d'avoir des échanges privilégiés avec des gens de la photo qui sont aujourd'hui sociétaires de Tendance Floue. Mais d'une façon très simple, après, voilà, c'est 3, 4, 5 personnes qui créent une association. Donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui vont être plus trésoriers que commerciaux ou comptables. Voilà, le tout, c'est donc après, ça se fait comme ça. Après, c'est le projet qui est mis sur la table qui est intéressant. Enfin, moi, c'est le mélange des personnalités aussi, parce que tu n'auras jamais 5 personnes qui sont pareilles. Non. Donc c'est la complémentarité des gens. La complémentarité, justement, c'est ça l'intérêt, c'est la complémentarité. Mais il y a aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, parce qu'il y en a eu beaucoup à une époque. Je ne sais pas, il doit rester une trentaine de collectifs en France, non? Ce qui est dommage, là, c'est que, bon, il y a Franck Perrogon qui avait monté un petit collectif là, sur Bordeaux, il y a, je ne sais plus, une dizaine, quinzaine d'années par là, qui s'appelait Made in France, justement. Ouais. Et bon, mais finalement, ils ont arrêté parce que il devait venir, enfin, il était prévu qu'il vienne, puis après, bon, il n'a pas pu venir. Ouais. Mais ça aurait été intéressant, justement, d'avoir son point de vue, de dire pourquoi ça n'a pas marché. Mais souvent... à quel niveau ça a coincé, quoi. Est-ce que c'était parce que... Justement, des égos trop qui n'allaient pas ensemble, ou des problèmes de gestion, ou, enfin, voilà. Oui, mais souvent, c'est un problème que certains portent trop pour les autres. C'est toujours le truc qui revient. Et c'est logique, parce que il y a des gens qui sont plus... Moi, je regarde sur 22 ans de Tendance Floue, il y a des gens avec qui on a pu s'engueuler au sein de Tendance parce que ils foutaient quand même pas grand-chose, et qui sont quand même super porteurs de l'essentiel qui est la photographie de Tendance Floue. Donc c'est pas au final quelqu'un qui se dit qu'il porte Tendance parce qu'il en fait trop ou ceci ou cela. Il suffit de se mettre un peu en retrait et puis de voir si ça marche, et ça marche parce qu'il y a du relais, mais c'est pas la même chose, ça sera pas la même chose que quand mais voilà, ça fonctionne. Et souvent, c'est lié à ça. C'est quand il y a des gens qui supportent plus de porter et du coup de faire moins de photos. Moi, souvent, c'est des choses que j'ai pu entendre avec des collectifs qui, justement, étaient un peu en panne à cause de ça. Oui, parce que tu parles de forme associative, bon, automatiquement, il va y avoir 3-4 personnes, le président, le trésorier, machin, qui vont avoir pas mal de temps, de prix pour faire tourner la structure. Ouais. Du coup, parce que vous reversez, donc c'était 35 ou 20 Ouais, non, mais c'est sur les salaires 20, mais c'est 35. Sur le collectif, 35%. Du coup, vous n'êtes pas tous au même niveau, je suppose, c'est 35% de ce que vous faites. Donc, voilà. Et sur ça, vous êtes clair, donc il n'y a pas de souci sur ça, si l'autre gagne moins d'argent. Bah ouais. Il en gagne moins, il en ramène moins. Après, il y en a qu'on voit peu, mais qui gagnent beaucoup, qui ramènent de l'argent. Il y en a qui gagnent beaucoup, qui sont souvent là. Il y a tous les cas, quoi. Ça souffle quand même financièrement, le collectif. Vous n'avez pas eu de souci à un moment donné de vous dire financièrement ça peut plus tenir? Si, bien sûr. Juste avant les 20 ans de Tendance, là, il y a eu quand même une grosse crise. C'est là où on a basculé en cycle.
où on avait des gros problèmes d'argent et où justement on discutait entre nous de dire parce que ça dépend des niveaux de vie de chacun. Un photographe, il va, je sais pas, il a sa maison, je sais pas, il a besoin de 1500 € par mois pour vivre. Et il y en a, ils ont besoin de 3000. Donc celui qui a besoin de 3000, il va bosser plus, donc il va ramener plus. Mais on ne peut pas reprocher à la personne qui vit bien avec 1500 € de lui dire va gratter un peu plus parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent à la structure, quoi. Non, mais surtout après, le problème, on a vu quand même que pendant des années, on avait des modes de fonctionnement, un système qui fonctionnait, et que depuis, on va dire, une grosse dizaine d'années, tout est dérégularisé, et ce qui fait qu'on ne sait plus où on va. Et au niveau du marché de la photo, c'est parti dans tous les sens en live. Et donc, que des structures comme ça, déjà, quand on voit comment les agences ont été mises à mal, avec la concurrence des photos bon marché, etc. Quand les agences ont été mises à mal, il est tout à fait logique que des structures comme ça aussi, des moments où nous, individuellement, on prenne des contre-coups de la crise, de cette crise. Puis si je prends un exemple comme l'œil public que beaucoup connaissent, j'imagine, qui étaient des collègues avec qui on échangeait beaucoup, nous, enfin toujours, mais plus en termes de collectif. Eux, ils ont énormément bossé avec la presse, et quasiment que avec la presse, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas majoritairement. C'est une grosse partie des revenus de l'œil, que ce soit en archive ou en revente ou en boulot en commande. Et ils se sont cassés la gueule à cause de ça. Il y avait des tensions comme il peut y avoir dans tous les groupes, mais c'est aussi parce que c'était pas assez diversifié. Puis ils étaient beaucoup en plus. Mais après, tu vois, du coup, ils ont pris des gens en distribution, ce qui a posé des problèmes, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas au même niveau. C'est-à-dire qui étaient que en distribution, donc à qui ils reversaient 50% et qui étaient les premiers payés, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la boîte. Donc on payait d'abord les gens en distribution. Et ça les a plombés. Mais voilà, après, nous, on n'arrête pas de dire que la structure, elle reste fragile. Hein. Il y a 12 photographes plus 3 salariés et demi, on va dire. Il y a des mois où, des trimestres, parce que c'est surtout le moment où il faut payer l'URSSAF et tout le bordel. Il y a des trimestres où c'est chaud, les marrons, quoi. Donc, pour le moment, là, ça va, mais c'est fragile, quoi. De toute façon, les marchés sont fragiles actuellement. Ouais. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à vivre de ça et d'arriver à repartir sur des projets ensemble. Et puis de voir que les photographes individuellement avancent aussi, parce que c'est vrai que ça, c'est un vrai... on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un vrai plaisir de voir un photographe sortir un bouquin, avoir une expo, avoir une super belle publication, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on partage vraiment, quoi. Et là-dessus, je trouve qu'à Tendance, c'est super solidaire, quoi. Est-ce que vous développez beaucoup les stages comme ça, ou l'enseignement, des choses comme ça, qui sont aussi un rapport annexe? On a pensé à le faire, nous, à Tendance, mais c'est un truc qu'on a mis un peu de côté. C'est beaucoup de... c'est mieux que ce soit des structures extérieures où nous, on vient pour faire des workshops, que de nous l'organiser. En plus, à Paris, les gens, on le voit, hein, les quelques tentatives qu'il y a eu de workshops sur Paris, en général, je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne moins bien que si c'est à Arles. Ou alors il faut vraiment avoir le sens du commerce, parce qu'on n'a pas... Ouais, et là... Quelqu'un comme Claudie et sa copine... Ouais, ils le font tout le temps, ouais. Claudie Slouban, je ne sais pas si vous... Ils ont une structure de l'organisation de stage qui est extraordinaire, et qui fonctionne très très bien, et ils ont vraiment développé ça très très bien. Ils sont très organisés, ils sont tous les deux, et vraiment ils sont complets tous les ans, c'est sur 6 mois, c'est des gros trucs qui coûtent cher, et tout le temps ils sont toujours complets. Ouais.